vu d'aujourd'hui, il y a une saga, mais cette saga, elle n'existait pas dans cette dimension-là au moment où j'avais à choisir. Hein. Et c'est pour ça que la phénoménologie, c'est quelque chose de très important, c'est d'où on parle et d'où on regarde. Non, moi, très tôt, sans doute suite à une éducation chrétienne coupable, je voulais m'engager, je voulais être dans l'action. Et donc, je me destinais non pas à la prêtrise, mais je voulais être missionnaire. L'idée de faire du bien aux autres, avec tous les stéréotypes que ça pouvait colporter, d'idéologie postcoloniale, de machisme ou autre. Enfin, mais c'était ça dans ma culture. Mes modèles iconiques, c'était Ignace de Loyola débarquant au Japon, c'était Don Bosco en Italie, apportant l'éducation, ou les frères Lamennais, dont on a oublié qu'ils furent l'un réformateur de l'Église et instigateur d'ailleurs de tout le système d'éducation qui a fait son succès en Bretagne, hein, le taux au bac de réussite et ça. Ça c'était un des frères Lamennais, et l'autre était encyclopédiste, rationaliste et avec Diderot et d'Alembert, très, très propagandiste. En fait, c'était mes modèles. Et c'était des modèles avec des personnalités différentes, mais je voulais être quelqu'un d'engagé comme ça. Donc, je suis parti au petit séminaire à l'âge de 11 ans. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, je laisserais partir mes enfants à 11 ans, quelque part. Et j'ai été dans un univers à la fois très positif du point de vue de l'accès à la culture, avec des jésuites, des assomptionnistes, même des dominicains. Il y avait déjà la crise des vocations, donc ils se regroupaient, qui savaient insuffler cette idée du don aux autres, de la générosité, mais aussi travailler avant de conseiller. Hein, donc on travaillait beaucoup, je lisais beaucoup, 3 heures par jour. On avait obligation de regarder le journal télévisé et de le restituer chacun son tour en prenant un événement. Donc c'est très formateur, l'art oratoire. Vous voyez, j'arrête pas de tchatcher. Savoir garder la parole, oui, ça s'apprend. Et donc je ne me destinais pas du tout à rentrer dans les centres Leclerc. Je voulais... j'ai pas été... j'ai fait du professorat, j'ai fait du journalisme, cette idée de la transmission toujours, de la mission. Et ce sont en fait des salariés de Centre Leclerc, que je sais situer, dans la région de Laval. Je faisais des allers-retours en moto entre Paris et Brest. J'étais à la fac à la Sorbonne, mais j'allais faire des compétitions de voile à Brest. Je m'arrêtais pour faire le plein d'essence au Leclerc de Laval. Et là, plein de salariés issus du terrain, techniciens, apprentis, ne comprenaient pas que portant un tel nom, et alors qu'eux s'engageaient chez Leclerc, que je n'étais pas là en support justement de la notoriété ou de la densification de la promesse Leclerc, de la promesse commerciale Leclerc. Et finalement, la culpabilité a fonctionné. Je me suis dit, mais c'est vrai, si ces types-là, si ces hommes et femmes s'engageaient sur le nom de mon père, est-ce que ça représentait derrière ? Qu'est-ce que j'allais prétendre faire de mon côté ? Donc j'ai évacué cette espèce de sentiment garçon-adolescent, ce que fait mon père, c'est pas moi, etc. Vous avez quel âge à peu près je me suis intéressé au Centre Leclerc tout le temps, mais j'ai basculé dans le groupement Leclerc au moment où j'ai eu mon doctorat de Sciences Éco, quoi. Je sais pas, ça doit être à la fin des années 70. Alors, quand même, précautionneusement, pour l'un ou pour l'autre, employeur et employé, je ne suis pas rentré directement dans le groupement d'achat, je suis rentré par intérim. Et pendant 3 ans, j'étais intérimaire. Et en fait, la clé de lecture de tout ça, c'est que les dirigeants du groupe voulaient se laisser une possibilité de voir si j'étais bon ou si j'allais faire l'affaire. Et m'ont dit après, tu comprends, on n'allait pas dire à ton père qu'on allait te licencier quand même. Donc, c'était plus facile d'avoir cette porte de sortie. Voilà, c'est comme ça que je suis rentré dans le monde du travail. C'est-à-dire, je connais beaucoup de la vie par la littérature, par un regard sur le monde qui est plutôt celui des humanités, de l'histoire, de la géographie, de la philosophie. C'est pas une culture livresque, mais c'est ma curiosité a toujours été en éveil
par ce biais, par ce regard très, très, très vaste, avec des champs croisés. Et j'ai découvert la pratique en rejoignant le mouvement Leclerc. Et c'est vrai que toute ma vie a été un exercice pratique de ce point de vue. Je continue à me nourrir essentiellement de la littérature, du cinéma, de la création. Non seulement je trouve le temps, mais je me donne le temps, parce que je suis foncièrement rebelle, qu'il s'agisse d'enseignement, de conseils par les consultants, je suis rebelle à la modélisation. La modélisation est un appauvrissement de l'enseignement, un appauvrissement de la réflexion. Et donc, moi, au contraire, et ça se voit dans l'action des centres Leclerc, et mon père était pareil, c'est-à-dire que par la littérature, la diversité des personnages, des mises en situation, des vécus et des expressions, on apprend à ne pas être prisonnier justement d'une lecture. Ce qu'il faudrait à nos gouvernements aujourd'hui, c'est de revenir justement à une lecture par la littérature, par l'histoire des mouvements sociaux et non pas à une réponse technocratique comme ils essaient d'en élaborer. Moi, j'ai appris pour Leclerc à regarder plus loin que nos concurrents. Alors, ça a des défauts aussi, hein, mais c'est peut-être moins lisible. Mais cet apport de l'histoire et de la littérature a fondé mon action dans les centres Leclerc et, je pense, connote la liberté de parti pris des centres Leclerc.